à vous, à ce webinaire, donc acheter ou vendre du bio en restauration collective, des recettes existent. On va essayer de parler des moyens pour développer donc plus de bio dans les cantines en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez nos différents contacts qui sont affichés. Donc juste avant de commencer ce webinaire, je vous rappelle les règles de bonne conduite. Si tu veux passer le diapo, Coralie. Oui. Donc, de bien couper votre micro. Pour pas qu'on puisse avoir les bruits des photocopieuses qu'il y a derrière ou votre collègue qui rentre dans le bureau, d'utiliser l'icône de la main levée pour pouvoir prendre la parole et de poser vos questions ou vos remarques dans le chat. Avec moi, donc je suis pas seule pour derrière dans l'animation. J'ai Coralie qui est connectée, qui fait passer les diaporamas et qui vous fera participer un petit peu tout à l'heure. J'ai Delphine aussi qui regarde la partie du chat et on aura Adrien Petit aussi du cluster, parce que je vais vous expliquer qui on est et pourquoi on l'a fait juste dans la suite. Donc, on va repartir sur quelques éléments de contexte. On va repositionner donc le cadre de ce webinaire avec la loi Egalim et aussi le principe de sa réalisation. Donc, pour commencer, je vais vous présenter qui nous sommes. Parce que là, je vous ai cité des noms de personnes, Coralie, Delphine, Adrien et moi-même, Diane. En fait, nous sommes du coup, nous sommes les partenaires principaux de bio de la région. Ah, t'as été trop vite, Coralie. Tu veux revenir sur la première Pardon. diapo? Pas de souci. En fait, ce webinaire, nous l'avons construit dans une logique filière entre les partenaires bio-régionaux qui représentent justement chacun un maillon de la chaîne de valeur. Donc, vous avez toute la partie FRAB, Aura et Champ d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes qui accompagne la partie des producteurs. Nous, la coopération agricole Auvergne-Rhône-Alpes qui est plutôt sur la partie justement des coopératives. Et derrière, vous avez le cluster bio qui est sur la partie du coup aval avec tous les transformateurs, distributeurs. Il y a un petit problème, non, dans le Oui, Coralie? pardon. Pas de souci. Tu peux rester toujours sur la même slide. Du coup, le but, donc pourquoi on est tous ensemble, c'est qu'afin de pouvoir toucher en fait l'ensemble des acteurs du territoire que vous êtes et que nous sommes, pour pouvoir échanger justement les bonnes et mauvaises recettes en faveur du développement du bio. Et plus particulièrement dans le contexte chahuté que connaît le bio aujourd'hui, au travers du prisme de la restauration collective. Et j'en profite pour remercier aussi la Drafora et la région Auvergne-Rhône-Alpes avec leur soutien financier pour lequel nous faisons donc ce webinaire. Donc, si on reprend un petit peu le contexte, la loi Egalim et de ses enjeux. Donc, la loi Egalim, donc, comme vous le savez tous, a été promulguée en novembre 2018, où elle a fixé un objectif de 50% d'atteindre 50% de produits de qualité ou durables, dont 20% de produits bio, dans la restauration collective à caractère public, à partir du 1er janvier 2022. Aujourd'hui, si on fait le constat et qu'on regarde les chiffres, on n'est qu'à 7%. En plus de ça, il y a aussi la loi climat et résilience qui, elle, prévoit que la restauration collective du secteur privé serve dès 2025 des repas contenant donc aussi 50% d'alimentation durable ou de qualité, dont 20% de bio. Et elle fixe aussi à 60% pour la viande et les produits de la pêche, des produits de qualité dès 2024. Ce marché de la restauration collective pour le bio, ça représenterait des débouchés pour les producteurs bio qui sont estimés à un marché de plus d'1 milliard d'euros pour les producteurs, selon l'agence bio. Ça encouragerait bien sûr le développement des surfaces en bio. C'est aussi les enjeux, c'est une question aussi d'éducation, puisque c'est l'introduction de plus de produits bio dans l'alimentation. Et les enjeux aussi, on parle souvent de souveraineté alimentaire, et donc le bio, c'est aussi participer à plus d'autonomie alimentaire des territoires. Donc, donc de faire remonter justement cette notion de bio par rapport à notre souveraineté alimentaire. Je vais passer à la slide d'après. Donc, on a eu et on a des signaux faibles, mais positifs, pour le soutien de l'agriculture biologique dans la restauration collective. Donc, de manière plus générale, les mesures qui ont été mises en faveur de l'agriculture biologique, au-delà des mesures donc, liées à l'agriculture de la restauration collective, on a eu plusieurs dispositifs. On a eu l'aide d'urgence de 10 millions d'euros aux exploitations agricoles en grave difficulté économique. Ça, c'était en mars 2023. On a eu un fonds d'aide doté de 60 millions d'euros pour aider les agriculteurs bio en difficulté. C'était en mai 2023 et qui a été augmenté d'un montant donc, de 34 millions d'euros additionnels sous réserve de l'accord de la Commission européenne. On a eu un renforcement des moyens de l'agence bio pour la communication avec un budget exceptionnel de 8 millions d'euros en 2024. Et plus spécifiquement, donc plus ou moins dernièrement, notamment ça date de début de semaine, pour le développement de la bio en restauration collective,
Donc là, c'est pareil, c'est tout frais, donc on n'est pas encore expert. Donc si vous avez beaucoup de questions, on sera sûrement dans l'impasse pour pouvoir vous répondre, parce qu'on est aussi dans l'expectative et dans l'attente concrètement de comment cela va se concrétiser. Mais on a donc, tout comme vous, eu cette notion qu'il y avait une publication d'une circulaire interministérielle qui allait arriver donc là en fin d'année 2023, destinée à mobiliser en fait l'ensemble des restaurants collectifs sous la tutelle des ministères et des préfectures avec un double objectif. Le premier qui serait un objectif en fait, d'inscrire, ces restaurants sur la plateforme numérique Ma Cantine et la mise en œuvre aussi des projets de restauration durable pour atteindre les obligations fixées par la loi. Il y aurait aussi un dispositif de tarification sociale. Donc là, c'est avec le reste à charge de 1 € maximum pour les familles les plus précaires qui évoluerait et qui permettrait avec un bonus Égalim pour les communes qui s'engagent à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de la loi. Donc on voit qu'il y a une volonté de rendre plus concret justement l'application, de la loi Égalim qui est derrière et une conférence des solutions qui sera organisée donc au premier trimestre, 2024 pour valider la feuille de route destinée à faire lever les freins identifiés par les opérateurs. Donc au menu de ce webinaire, on vous propose, donc tout d'abord en apéritif, de savoir un petit peu, de faire un sondage de qui êtes-vous? Donc vous allez être mobilisés par Coralie pour pouvoir répondre à un petit sondage, pour que vous puissiez avoir un petit peu un état des lieux de qui se trouve, autour de la table, donc des convives. En entrée, on vous présentera donc la fresque, des freins et des outils pour le développement du bio dans la restauration collective. En plat principal, vous aurez des témoignages d'acteurs et en dessert, ce sera échange et conclusion. Coralie, je te laisse la main. Voilà, donc Merci. pour le book club. Donc, à l'écran, vous avez, les modalités pour vous connecter au Book Lab. L'idée, tout simplement, c'est de commencer par faire un petit sondage sur qui vous êtes. Alors, je me permets, je vais devoir vous mettre sur un autre endroit. Hop. Je vous laisse, ah, vous allez du coup pouvoir vous connecter en allant sur le lien WooClap que vous voyez ici, donc https point slash slash, je vous mets ça dans la conversation. En rentrant le code que vous voyez à l'écran et normalement, vous allez apercevoir une petite question qui va vous demander qui vous êtes. Je vois Julien qui rigole. J'ai vu qu'à votre webinaire, vous aviez fait la même chose à l'agence bio. On avait déjà préparé ça avant. Je vois que les grands esprits se rencontrent. Certains d'entre vous ont des difficultés pour vous connecter au WooClap, n'hésitez pas. Bon, je vois que ça bouge plus trop. Nous sommes plus nombreux que ça autour de la table, mais c'est pas grave. Ah, ça bouge encore un petit peu. Pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui sont arrivées entre-temps. N'hésitez pas, dans la conversation, vous avez le lien vers un WooClap avec le code pour enregistrer. Nous sommes juste autour de table pour voir qui est présent autour de la table aujourd'hui. Enfin de la table, de l'écran.
Bon, je ne vous fais plus languir. Normalement, à l'écran, vous voyez de toute façon au fur et à mesure la répartition. Donc, autour de la table, nous avons principalement autres, donc je pense d'institutions ou autres, mais nous avons aussi des acteurs de la transformation de produits bio, des fournisseurs de produits bio, quelques agriculteurs et quelques responsables d'achat pour la restauration, mais aussi quelques chargés de mission PAT et collectivités. Merci pour vos réponses. Comme ça, nous avons une vision de à qui nous parlons aujourd'hui. Diane, je te redonne la main. Oui, eh bien, merci Coralie. Tac, je vais mettre la caméra. Plus simple, tu peux me repartager l'écran. Je suis en cours. Donc là, non, on a essayé de compiler. Il y a eu pas mal de webinaires tout au long de l'année qui ont été faits aussi sur la restauration collective et le bio. Donc, on s'est dit, plutôt que de faire encore une webinaire de plus, et qu'on dit, bon, qu'est-ce qu'on va prendre de plus, de faire un peu une compilation, de prendre de la hauteur. Et du producteur jusqu'à la distribution et au commerce derrière, on a fait une fresque pour identifier les freins et les leviers potentiels. Donc, je vais laisser Delphine prendre le relais sur cette partie. Bonjour. Alors, attendez, parce que moi, ça apparaît 2 fois. J'ai pas. Donc là, vous allez voir après. Non, je ne peux pas moi-même faire une présentation, c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, on a essayé de faire un peu une fresque, un schéma, vous appelez ça un peu comme vous voulez, avec des freins qu'on a un peu nous identifiés, donc les 4 acteurs régionaux. Donc des freins sur l'approvisionnement bio et local, voilà, sur la restauration collective. Mais en face d'un frein, on met un levier. Si on se dit qu'il y a un frein et qu'il n'y a pas de levier en face, c'est qu'on s'est loupé quelque part. Voilà, on sait que ce ne sera pas exhaustif, c'est sûr. Vous allez sûrement nous en sortir d'autres ici, parce qu'en fait, la restauration collective, c'est complexe et il peut y avoir des freins aussi assez localisés, on va dire. Et donc là, comme vous le voyez sur ce schéma-là, la production biorégionale, il va y avoir des freins à ce niveau-là. Au niveau de tout ce qui est transport et logistique, donc le transport et la logistique, on en parle une fois, mais évidemment, ça apparaît à différents moments du parcours des produits, tout ce qui est autour de la transformation intermédiaire et l'acheteur final, donc le restaurant. Voilà. Et donc, par rapport aux acheteurs finaux, on a donc 2 grandes catégories, public et privé, que vous connaissez déjà. Donc dans le public, la gestion directe, la gestion concédée, avec souvent une société de restauration collective ou une association. Voilà. Et donc dans le privé, pareil, gestion directe ou gestion concédée. Derrière, ça nous donne soit des marchés privés, soit des marchés publics auxquels il faut répondre, qui est une grosse problématique, comme vous le savez, pour ceux qui doivent faire des marchés publics. Comment on crée un marché public dans lequel on arrive à pouvoir s'approvisionner en produits locaux et bio, et comment, à l'inverse, moi j'ai un super produit bio de la région, comment j'arrive à fournir, par exemple, une collectivité. Et donc derrière, on a des souplesses plus ou moins grandes selon ces marchés publics, selon les marchés privés aussi. Et le marché public, voilà, avec des problématiques de montant au-dessous d'un montant, on n'a pas les mêmes contraintes. Voilà. Et donc ce document, ce schéma a été fait il y a plusieurs années par les chambres d'agriculture en lien avec l'ISARA et le réseau TRAM, et on vous en reparlera un peu plus tard. Alors, ce schéma peut faire peur, mais il ne le faut pas. Donc sur les productions biorégionales, un des premiers freins qu'on a vu, ça peut être l'offre en produits bio et locaux ou simplement bio, qui ne répondent pas toujours à la demande. Donc au niveau des chambres d'agriculture et des GAB, alors je dis les GAB, mais on va dire c'est tout le réseau bio, hein, GAB, et au niveau donc des départements ou de la région, il y a un travail de sourcing qui peut être fait. Aussi développer des filières locales. Une filière peut être très spécifique, par exemple la filière steak haché qui existe dans le Rhône et la Loire, ou une filière pois chiche qui est en développement dans la Drôme. Voilà, on est sur une matière brute, au contraire, qui est déjà un peu travaillée. Et aussi le baromètre de l'approvisionnement bio réalisé par le cluster bio. Donc voilà, ce qui est en vert sur le schéma, c'est ce qu'on a, nous, identifié comme levier pour répondre à cette problématique de l'offre. Après, il peut y avoir des difficultés pour les producteurs pour répondre au marché. Voilà, donc au marché public, des difficultés administratives, des inégaliations de volume.
il faut 3 tonnes de carottes, moi j'en produis qu'une tonne, comment faire? Et donc là, on va avoir en face des outils comme AgriLocal, comme les plateformes de producteurs, évidemment, qui permettent de planifier tout cela, beaucoup de travail de mise en lien. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses quand même qui sont sur la mise en lien, ce qu'on disait toute l'année et depuis un certain temps, il y a des visios, il y a des rencontres, on en parlera après aussi, où en fait la mise en lien, la connaissance, l'interconnaissance des personnes, des structures, c'est souvent une très très grande clé pour répondre à beaucoup de freins voilà, qu'on arrive à lever. Et Coralie, je te passe la parole. Pardon. Oui, en effet, donc au niveau des actions, donc l'idée de cette fresque, c'est bien d'identifier à chaque fois, à chaque maillon, où se trouvent les différents freins, lesquels, et comme l'a dit Delphine, ce n'est pas exhaustif, mais nous avons différents leviers à mettre en place. Au niveau des chambres et des gammes, nous avons des actions assez similaires là-dessus. Donc, si vous êtes un producteur qui cherche à se développer dans la restauration collective, n'hésitez pas à aller chercher vos conseillers qui ont tout ce travail de sourcing et mise au lien. Nous avons par exemple des actions de structuration de filière pour répondre aux besoins type en Isère, par exemple, un travail autour de la viande avec des éleveurs qui commercialisent auprès de la Restocco pour développer des filières steak haché, trouver le bon conditionnement, les bons volumes qui nous permettent justement de répondre aux contraintes de l'aval. Donc, n'hésitez pas à faire remonter vos besoins et derrière, les conseillers sont là pour structurer et répondre aux difficultés. Et après, un autre frein qu'on a, nous, mis au niveau de la production biorégionale, ça va être la complexité des circuits et donc les contraintes qui, du coup, émanent de ces différents circuits. Ça peut être faire une visite de cuisine centrale. Nous, c'est quelque chose qu'on fait environ une fois par an dans notre réseau bio, par exemple. Aller rencontrer des grossistes, des intermédiaires de la gestion privée, faire des road trips, des rallyes, on appelle ça comme on veut, qui vont être, au lieu de faire une seule visite sur une journée, on se dit, on met ensemble des élus, des gestionnaires, des cuisiniers, et on va à la rencontre à l'échelle d'un territoire de plusieurs acteurs engagés donc pour la restauration collective, enfin pour le bio en restauration collective. Et j'en reviens, on fait du lien entre les visites, on montre l'importance d'adopter une approche globale de la restauration collective pour améliorer la qualité de ces repas, tout en gérant les coûts, vu que c'était une problématique. Donc ça a déjà un peu été dit avant que les conseillers des chambres d'agriculture et des GAP peuvent accompagner. On peut aussi mettre en place des formations selon la demande, mais par exemple auprès des producteurs pour mieux connaître les débouchés de la restauration collective, les opportunités que cela représente. Et on a cité juste un peu avant, il y a une étude qui a été faite il y a plusieurs années donc par plusieurs partenaires, réalisable. Et dedans, c'est un document assez conséquent, on va dire plusieurs dizaines de pages, mais assez méconnu, avec des clés de réussite pour l'approvisionnement local de la restauration collective. Il était bien avant l'inflation, donc on sait que la partie budgétaire n'est peut-être plus trop valable, mais le reste, ça fonctionne. Et pour répondre à la question du chat sur la diapositive tronquée, c'est normal, vous allez voir que par magie, ça va avancer tout à l'heure en direction du petit camion. Diane, je te passe la main. Oui, alors sur la partie aussi donc de la production, un des freins qui a été identifié, c'est du coup que la loi Egalim, en imposant en fait un pourcentage législatif, cela a mis sur le marché, ou enfin, tout du moins, ça a donné donc le signe fort de permettre et de promettre en fait des débouchés justement aux acteurs de l'amont et aux producteurs. Et sauf qu'aujourd'hui, comme, le marché n'est pas là, le pourcentage, n'est pas là, et alors que la production s'est mise en place, en face, il y a souvent un déclassement du coup de ces productions et notamment des produits de nos coopératives, des produits bio en produits conventionnels ou label rouge ou autres labels de qualité. Et face en fait à cette assurance de débouchés qui est la loi, donc un des leviers donc qui a été mis, en place, c'était les coopératives, parce que ce sont d'excellents justement outils territoriaux de développement de filières
qui ont œuvré à mettre en place les productions pour répondre en fait à ces pourcentages qui devaient être imposés, on va dire, par la loi, notamment parce que, elles proposent quand elles mettent en place justement les productions aussi une contractualisation avec les éleveurs et les producteurs pour assurer les débouchés marchés qu'il y a derrière. Mais l'autre levier, que là, les COP ne peuvent pas activer d'elles-mêmes, clairement, c'est le respect de la loi. Puisque voilà, la loi, donc c'est une règle normalement qui est impérative, une norme qui est prescrite et qui doit s'établir à tous. Et aujourd'hui, le levier, ça serait de faire respecter aussi la loi et pour qu'elle devienne crédible, pour certains et qu'elle ne soit pas perçue que comme une promesse pour justement, permettre le développement des producteurs à l'amont. Donc maintenant, on arrive sur la partie, le transport, la logistique, donc qui apparaît là, mais qui peut être à d'autres moments du circuit des produits. Donc on va avoir des marchés atomisés. Donc là, vous avez peut-être l'impression qu'on se répète, mais parce qu'on a certains outils qui aussi sont des réponses à différentes choses en parallèle. Donc là, on va avoir des coopératives agricoles, des plateformes de producteurs, des grossistes, des logisticiens qui font tout ce travail d'arriver à regrouper les produits. Après, voilà. Dans un autre frein qui est aussi les territoires, notamment dans notre région, on va avoir des territoires ruraux montagnards ou en tout cas des territoires où il y a des très faibles quantités, des très faibles volumes qui sont commandés et qui sont parfois difficiles d'accès. C'est pas la même condition qu'un territoire très accessible, une métropole, des gros volumes, une nationale, une autoroute juste à côté. Voilà, donc ça, on sait que c'est une problématique qui peut être très très forte, surtout dans certains départements. Et donc là, on va tout avoir un travail de sourcing qui peut être fait directement par les conseillers donc des chambres d'agriculture ou des GAB, mais il peut y avoir aussi un accompagnement, on va dire, à ce sourcing-là. Et aussi donc mutualisation des commandes, mise en lien des producteurs pour répondre ensemble à un appel d'offres. Ça peut être créer un collectif, ça peut passer directement par les plateformes, ça peut être très divers. Et Coralie? Et oui, et du coup, effectivement, donc, on sait que la logistique, c'est un frein qui peut peser sur les coûts et qui peut aussi être une contrainte au niveau des cantines, mais aussi au niveau des producteurs qui veulent, s'intégrer dans ce circuit et qu'apporter les bons volumes, avoir 10 livraisons dans la semaine, c'est pas toujours tenable. Quelques petits exemples de ce qui peut être fait, du coup, je sais que, dans l'hiver, alors pareil, comme comme Delphine le disait au début, ce sont des exemples, pour illustrer, mais ce n'est pas exhaustif. Donc, en hiver, par exemple, on a un lien entre les plateformes, un travail de lien entre les plateformes qui est en cours, en émergence, qui est de mettre autour de la table les différentes plateformes d'appro pour essayer de voir comment optimiser la logistique. Donc on n'est qu'au début de la réflexion. Mais il y a aussi dans la Drôme, pour le territoire des Baronnies, ils font du sourcing d'ultra proximité. L'idée, comme disait Delphine, c'est que certains territoires, et notamment le territoire des Baronnies, ce sont des petites cantines disséminées avec des petits volumes, pas forcément besoin de passer par des grossistes ou des grosses commandes là-dessus. Et du coup, là, l'objectif, c'est bien d'aller faire du sourcing d'agriculteurs qui sont à 20 minutes, des cantines qui passent les commandes. Mais aussi dans la chambre du Rhône où il y a tout le travail d'accompagnement, des cantines, le travail de logistique qui est fait pour coordonner les menus, pour essayer d'optimiser la livraison par les producteurs. Voilà, donc ça peut illustrer un peu le type de levier qui peut être mis en place par les conseillers des chambres et des GAB, dans l'accompagnement. Donc, je répète, faire de l'ultra-sourcing quand on est sur des petits volumes, d'aller chercher vraiment plus que la proximité, l'ultra proximité. Tout ce que quand on en a plusieurs cantines, c'est réussir à coordonner ces menus pour essayer d'optimiser, la logistique et enfin, malgré tous les acteurs qui sont là et on les remercie, qui se développent pour pouvoir faciliter le travail d'approvisionnement en bio, des restaurations collectives, on peut encore essayer d'optimiser tout ça en, faisant un travail de mettre toujours tout le monde autour de la table pour essayer de trouver les bons outils logistiques pour optimiser tout ça. Et donc on arrive sur la partie transformation intermédiaire et je laisse Adrien parler de cela. Oui, bonjour à tous, tout d'abord. Donc effectivement,
dans cette fresque des freins, nous, les freins qu'on a identifiés pour la transformation, c'est qu'effectivement, dans un premier temps, on se rend compte qu'il y a, sur notre secteur, il y a encore une méconnaissance de ces circuits d'approvisionnement et de ce travail à faire. Et donc, nous-mêmes, en tant que tête de réseau, eh ben, on gonfle nos compétences, nos bases de données, les formations pour faire en sorte qu'on puisse vous emmener vers un maximum de débouchés, puisque voilà, on a quand même aussi longtemps travaillé sur les thématiques des magasins bio, de la GMS, de l'export. Et c'est vrai que dans le cadre des Galim, cette partie RHF était un peu sous-exploitée. Donc voilà, depuis cette année, on est là. Heu, on se rend compte également que, bah, il y a une réelle question sur le modèle économique et les seuils de rentabilité parce qu'on est souvent sur des marchés de prix, sur des produits bruts, et que, il faut avoir une très bonne connaissance de ses clients pour adapter ses produits et que, de cela découle en fait, l'aspect conditionnement et donc comment on travaille, une offre entre, voilà, un couple un produit marché. Et puis enfin, on voit aussi qu'il y a des appels d'offres où, les entreprises ont du mal à s'inscrire dedans puisqu'elles ont des gammes, 100 bio. Donc voilà, la question c'est, comment aussi, travailler avec, des intermédiaires, répondre à des appels d'offres et voilà et d'une manière, bah, générale, mieux mailler, les différents, chaînons et donc voilà, on en est là, aujourd'hui et c'est pour ça que ce sera intéressant d'avoir après les témoignages des intervenants, qu'on a cités tout à l'heure, pour, justement, voir un petit peu comment ils travaillent sur ces différents sujets. Et donc maintenant, on arrive à la fin, à notre acheteur final, à notre cantine qui peut être scolaire, médico-sociale, publique, peu importe. Donc évidemment, on a retenu tout de suite le point que tout le monde va nous ressortir, le budget contraint, en plus il y a l'inflation. Donc là-dessus, on a différents leviers qui peuvent être activés. Donc pareil, c'est ce sont des exemples, mais que diminuer la diversité des plats. On ne va pas avoir 5 propositions, mais que 4, voire que 3, qui en plus a un lien avec la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui est aussi une manière de récupérer de l'argent pour le réinjecter dans des produits de qualité, introduire plus de plats végétariens, etc. Et donc, c'est possible. Là, on a heureusement des restaurants collectifs qui y arrivent à faire ça dans notre région et ailleurs en France. Et avec en plus, dans les budgets contraints, parfois c'est très très contraint quand on est dans tout le secteur hospitalier, pénitentiaire, etc. Après, la mise en place de solutions de semi-gros, grossistes, plateformes, etc., on l'a déjà dit, mais c'est une réelle réponse pour diminuer les coûts. Après, on a un frein qui est autour de la connaissance imparfaite des législations. On l'a dit au début, donc l'AGEC, c'est la loi sur le gaspillage alimentaire. Et donc, ces 3 lois mises ensemble, on devrait avoir derrière de super plats, avoir très envie d'aller dans les cantines, ce qui est malheureusement rarement le cas. Mais donc, les chambres d'agriculture et donc tous les groupements d'agriculteurs biologiques, donc au niveau des départements ou au niveau régional où moi je travaille, on va mettre en place des webinaires, des journées d'information, des journées d'échange entre partenaires ou entre pairs pour arriver ensemble à progresser. Ça a été dit avant par Adrien sur le cluster, donc on n'est pas exactement sur le même public, mais voilà, on met aussi des fois en lien ces différents publics pour qu'ils arrivent justement à avancer ensemble là-dedans pour respecter la loi. Après, on a une méconnaissance des offres locales et des contraintes propres aux agriculteurs. Ça, c'est dans l'autre sens. Les agriculteurs et les agricultrices ont dit qu'ils connaissent mal la restauration collective, mais dans l'autre sens, c'est aussi une réalité. De la nécessité de planification, par exemple. Et on va aller accompagner les cuisines, donc ont ces chambres
et les GAB aussi, toujours, dans le travail de planifier les menus à l'année pour la mise en production. Voilà, on ne va pas commander plusieurs tonnes de carottes si on n'a jamais dit aux producteurs locaux qu'il nous fallait de la carotte dans l'année. Donc ça aide vraiment de planifier les menus. Et aussi, on planifie, mais on est souple et on sait adapter nos repas parce qu'il y a eu un aléa climatique qui fait qu'une production, il y en a très peu. Donc voilà, tout ça, il faut se former là-dessus. On n'est pas sur on a envie de ça, on va dans notre grande surface, dans notre grossiste et il y a tout ce qu'on veut tout le temps. Après, on a la mise en place d'annuaires. Donc, on a un annuaire des fournisseurs de la restauration collective au niveau plus, on va dire, des fermes, qui est fait par le réseau bio. On va avoir les coopératives agricoles qui ont un site internet Préférencescope où on peut faire différents choix de quelle coopérative on veut aller choisir. Et on peut aller choisir celles qui font du bio et même aller plus finement jusqu'à celles qui peuvent fournir la restauration collective. Et aussi un annuaire qui est fait par le cluster bio. Nous, au niveau des GAB et de la FRAB, on accompagne à la rédaction aussi des cahiers des charges pour les marchés publics. On peut aussi accompagner quand c'est dans le privé, mais on accompagne surtout aujourd'hui sur les marchés publics pour justement qu'il y ait une cohérence avec les contraintes de l'amont, puisque des fois, c'est complètement déconnecté. Et du coup, on a l'offre et la demande, ça ne fonctionne pas. Et enfin, un point qui est pas mal lié à l'humain, mais c'est les changements de fonctionnement. Il va falloir peut-être changer de matériel, donc accepter d'investir. Et bah oui, il va nous falloir plus de machines pour travailler les légumes, par exemple. Des changements humains, il faudra peut-être plus de personnes, ou en tout cas plus la même manière de travailler, des changements d'organisation. Et pour ça, on va aller former les équipes. Et on ne va pas juste former le chef cuisinier. C'est très bien, il est convaincu, mais si l'équipe derrière, elle ne suit pas, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça fonctionne peu ou pas longtemps. Et c'est vraiment que l'équipe entière en cuisine, avec le gérant, avec même tout le monde, soit formée. Et au niveau de notre réseau bio, nous les GAB, on va même former le personnel de service, puisqu'il a aussi une importance sur je vais te donner moins à manger, on va moins gaspiller, enfin différentes choses comme ça pour que tout le monde soit convaincu et aille vers le même objectif. Donc pour qu'il y ait toujours plus de bio dans la cantine, hein, c'est vraiment l'objectif de tout le monde. Et après, pour agrémenter tout ça, on va aller faire des voyages d'études, rencontrer des personnes d'une autre cantine, etc. Pour se convaincre que vraiment c'est possible et avoir les bons tuyaux de ceux qui ont déjà mis ça en place. Quelque chose qui n'est pas forcément nouveau, mais en tout cas qui se développe en tout cas aujourd'hui, encore plus, c'est un peu les outils de première transformation, de conditionnement. Donc ça a été dit avant, il va falloir réadapter par exemple, justement les conditionnements parce qu'on ne peut pas avoir que des choses unitaires, il faut avoir 5 litres de compote, ceci, cela. Donc ça va être des entreprises de première transformation qui se créent aujourd'hui, des conserveries, des légumeries. Mais on voulait quand même dire ici le point d'attention sur la rentabilité de ces outils, notamment les légumeries, c'est que certaines personnes ont l'impression que pour faire du bio local, il va falloir avoir une légumerie très proche de chez soi, sur sa collectivité, enfin dans sa collectivité. Ce n'est pas forcément le cas. Peut-être qu'elle sera à 50 km, mais que ce sera très pertinent. Et que je prends la légumerie, puisque c'est un exemple réel aujourd'hui, où si elle ne marche pas à plein, et financièrement, elle ne tiendra pas le coup, donc ça va s'effondrer, et finalement, on a tous à y perdre. Et donc, pour avoir tous à y gagner plus tôt, il faut qu'ensemble, tous les maillons de la filière aient en tête que si on a un atelier qui se met en place, un atelier de transformation qui se met en place quelque part, c'est au service de tout le monde et il faut que ce soit bien proportionné et que tout le monde s'y mette un peu. Tout le monde se dise « Ah, c'est bien, il y a une légumerie, mais si on ne va jamais lui faire une commande, elle ne tiendra pas le coup non plus. » Voilà. Et je crois qu'on ne l'a pas fait apparaître sur le diapo. Il peut y avoir un manque de connaissance des possibilités en fait, de tout ce qu'on dit là un peu. Donc de tout ce qui peut exister déjà dans les réseaux. Alors, il y a 2 gros sites internet, on va dire, sur lesquels on peut aller, qui est le réseau Manger Bio, donc c'est notamment les plateformes de producteurs, et le site Ma Cantine, qui est gouvernemental.
Et sur le site Ma Cantine, il va dessus y avoir différentes ressources justement qui peuvent vous aider. Donc, Mon Resto Responsable, le réseau Manger Bio que j'ai cité, des différents outils, Cool Food Pro, Agores. Enfin, c'est peut-être des gros mots pour vous si vous ne connaissez pas, mais il y a beaucoup de choses en fait où voilà, on va sur ces deux sites-là, on va sur Ma Cantine, on va savoir après où trouver des ressources, sachant que voilà, les 4 acteurs régionaux qui organisons, nous ici, ce webinaire, on est aussi des portes d'entrée principales, mais voilà, il peut y avoir aussi déjà ça en ligne pour commencer à réfléchir. Et je veux bien que tu avances. Coralie? Oui, pardon. Merci. Et un peu de manière transversale, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment l'interconnaissance et le fait de travailler en collectif qui nous paraît assez nécessaire. Et par exemple, en Isère, donc ça fait plusieurs fois qu'on parle de l'Isère, mais ça n'a pas été voulu, c'était pas orienté quand on a organisé ce webinaire. En octobre 2023, il y a le Champ des Cantines qui a été créé. Voilà, c'est un portail en ligne, c'est aussi un collectif qui regroupe différents acteurs et qui est à destination des élus, des gestionnaires, des agents de la restauration collective. Et pourquoi ces acteurs se sont mis ensemble? Parce qu'ils ont des expertises différentes et ils sont complémentaires. Et tous ensemble, ils arrivent mieux déjà à avancer sur le territoire et à faire évoluer les choses dans le sens souhaité. On ne peut aussi que du coup mettre en avant la place des PAT autour de la table. Enfin, les PAT sont un outil pour les territoires qui permettent justement de mettre tout le monde dans un espace de discussion, dans un espace d'échange et de co-construction et qui sont vraiment propres à des enjeux d'un territoire. Donc, on ne peut que vous encourager là où vous avez des PAT à vous rapprocher des chargés de mission en charge de ces PAT pour en discuter avec eux. Et en autre exemple d'une initiative dans la chambre, enfin, dans le Rhône, pardon, où des commissions tripartites ont été mises en place avec la ville de Lyon, Elior, la cuisine centrale. Ces commissions ont vocation donc à être accompagnées aussi par le réseau des chambres et des GAB. Et ces commissions ont vocation à se dérouler régulièrement, 1 à 2 fois par an, et à accompagner dans la durée la gestion des cantines pour l'approvisionnement en bio. Pourquoi? Parce que ça permet d'adapter au fur et à mesure, de bien favoriser l'interconnaissance entre les acteurs et de réussir à planifier au mieux la recherche de producteurs et les repas. Et juste rajouterais, par exemple, cette commission traitée dans le Rhône va aujourd'hui jusqu'à recréer une filière aujourd'hui. Voilà, donc ça a vraiment des intérêts pour tout le monde. Et Diane, on va te laisser reprendre la parole. Eh ben, tout à fait, je vais faire la passation. Ça va être maintenant à Julien Pic de l'agence bio. Vous avez pas mal de diapos et pour respecter le timing, eh ben, je vous laisse vous présenter ça dans un délai de 5 minutes. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. Parfait, j'ai eu des petits soucis tout à l'heure de connexion, donc merci pour l'invitation. Julien Pic de l'agence bio en charge de la restauration collective. On peut passer la diapo suivante. Voilà, du coup, petit rappel au niveau de l'agence bio. Donc nous, on est donc un groupement d'intérêt public. Je pense que tout le monde le sait, mais c'est toujours bon de le rappeler. Avec aujourd'hui comme membres donc FNAB, Synabio, les chambres et la coopération agricole, plus maintenant des acteurs de la distribution. Et on a également les pouvoirs publics, ministère de l'Agriculture et ministère de la Transition écologique. Nous sommes en pleine renégociation de notre COP. Et j'y viendrai tout à l'heure. La thématique de la restauration va être prédominante dans nos activités à moyen terme. On peut passer à la diapo suivante. Du coup, aujourd'hui, nos missions, pour rappel, le fonds de structuration de filière, on a fêté nos 15 ans, donc avec le fonds Avenir Bio. On a, je veux bien la diapo suivante, comme ça, Ah oui, ok, c'est parce que oui, c'est parfait, super. Non, excusez-moi. Expliquer donc et promouvoir le bio, donc au travers des actions de communication qu'on réalise, et puis produire aussi de la donnée, donc via l'observatoire bio que vous connaissez, voilà, les ORAB et l'ONAB. Le constat qu'on a réalisé et qu'on a fait il y a 1 an, donc c'est qu'on a observé qu'on était sur un marché du bio qui était fortement dépendant des achats
en GMS, magasins spécialisés, vente directe, et qu'au final, en fait, le pourcentage de part de marché du bio dans la restauration collective était de 5% et 3% pour la restauration commerciale, donc sur un marché évalué à environ 13 milliards d'euros. Hein, ça, c'est pour les données 2022. Donc, les objectifs, c'est de mobiliser des moyens pour aller chercher justement de nouveaux débouchés, notamment d'atteindre la restauration collective et notamment les objectifs des 20%. Ça représente quand même 80 000 restaurants environ. Et puis la restauration commerciale, où on est vraiment très, très faiblement implanté en termes de valeur d'achat. C'est ce qu'on va voir sur la diapo suivante. Ce qui nous a impliqué, enfin, ce qui nous a incité à répondre à un appel à projet il y a 2 ans maintenant. Donc, on a remporté l'année dernière. Cuisinons plus bio, qui est un programme de promotion de l'agriculture biologique en restauration collective et commerciale. Donc, un projet, on peut passer le slide suivant. C'est un projet qui, en fait, part du constat qu'aujourd'hui, en part de marché, en restauration commerciale et en valeur d'achat, on est à 1%. Et pour les cantines, on se situe en valeur d'achat à 7%. Donc, on est très, très loin des objectifs Egalim. Et puis, on s'aperçoit que pour la restauration commerciale, on a un potentiel de développement qui est très, très important. Face à ce constat, nous, ce qu'on souhaite, c'est mobiliser l'ensemble du secteur de la restauration commerciale et collective. Et du coup, on a lancé cette campagne de communication « Cuisinons plus bio ». Cuisinons plus bio, c'est une campagne d'information citoyenne et une campagne de communication sur 3 ans, de 2023 à 2026. Elle est cofinancée par l'Union européenne et donc elle cible, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, la restauration collective et commerciale. Elle a 3 objectifs. D'abord, sensibiliser les professionnels de la restauration aux spécificités de l'agriculture biologique. On voit qu'on a quand même beaucoup de freins et que c'est souvent compliqué. J'étais encore en réunion ce matin avec des personnes de l'UMI et du coup, c'est souvent l'agriculture biologique, agriculture raisonnée, locale. Enfin, on voit qu'on doit embarquer en fait tout le monde dans un nouveau discours. Donc, ça implique aussi d'avoir une approche holistique et pas seulement autour du bio, mais aussi sur des thématiques circuits courts, enfin globales. C'est également agir sur la formation des professionnels de la restauration. Et justement, là, c'est un travail de longue haleine. On part de loin également. Donc, ça veut dire travailler avec le SNFPT, ça veut dire travailler aussi sur la rédaction de guides. Ça implique pas mal d'actions. Donc, on a 3 ans pour changer un petit peu les manuels et puis mieux informer les consommateurs des initiatives de transition alimentaire engagées par les restaurateurs. Donc, notamment Écotable, enfin un certain nombre d'écolabels qui se développent. Voilà. Les 4 piliers de communication qui sont développés, donc il y a les 4 messages clés. Donc, c'est pour un menu local et de saison. Plus de bio à budget égal avec du fait maison, pour des clients gourmands et engagés et pour des équipes fières de leur métier. Donc, la thématique de l'emploi, la thématique de la durabilité, la thématique du circuit court et de la saisonnalité, et puis la thématique économique au travers du plus de bio à budget égal avec du fait maison. Les 4 messages clés sont incarnés donc par une identité de campagne, donc une identité visuelle qui repose sur 4 chefs. On a également, donc ça c'est le déploiement de la campagne. Donc cette identité visuelle, vous l'avez entreaperçue au travers des slides. Il y a également toute la relation publique et la relation presse avec le démarrage de la campagne sur le salon Omnivore CIRA en septembre 2023. Ensuite, on était sur le salon des maires et des collectivités. Et l'année prochaine, on sera sur le salon Restoco et puis d'autres salons, on est en train de voir. Accessoirement, on travaille aussi en partenariat avec les Interbio, avec les GAB, avec les acteurs pour pouvoir participer aussi sur d'autres événements, voilà, comme à Strasbourg, là, au mois de février. Enfin, bon, bref. Conception d'un site web fondamental. Vous évoquiez Ma Cantine, vous évoquiez d'autres sites ressources. On est en train de travailler sur un site Cuisinons plus bio qu'on mettra en ligne avant le Salon de l'Agriculture. On a déjà bien avancé sur le projet. L'idée de ce site, ce sera justement de valoriser les bonnes pratiques pour permettre d'introduire plus de bio en restauration commerciale, enfin hors domicile. Des actions terrain, donc ça c'est ce que je vous évoquais, Omnivore, Taste of Paris, Salon des maires, des formations à l'attention des élèves en école de cuisine et école hôtelière. Alors il faut savoir qu'on a un conventionnement avec Eurotoc.
Eurotoc France, qui est une association de représentants de chefs de la gastronomie avec une dimension Eurotoc jeune et des chefs qui sont beaucoup plus sensibilisés à ces questions de développement durable. Et ces questions aussi développement durable dans le sens où c'est un moyen aussi de rendre attractif un métier. Donc, c'est une manière aussi d'aborder la question du bio au travers de l'attractivité des métiers, des choses qu'on va développer par la suite. Donc, une présence sur les réseaux sociaux, un renfort publicitaire avec des insertions, donc Elata, Marmiton. Donc ça, on calera ça dans le courant de l'année. Et puis, voilà, les partenariats ciblés, c'est ce que je vous évoquais avec Eurotoc France pour cette année. Le lancement de la campagne, comme je vous l'ai dit, il a eu lieu en septembre. Donc, un dossier de presse a été réalisé, Cuisinons plus bio. Donc, le lancement sur Omnivore, seconde photo avec Laure Verdeau, puis un certain nombre de chefs ambassadeurs. Je vais vous les présenter après. Donc, le Salon des maires également, où on est intervenu, et puis un certain nombre de documents qu'on réalise dans le cadre de ces interventions sur les salons. Donc là, en l'occurrence, sur le Salon des maires, on avait préparé une brochure Cuisinons plus bio en restauration collective. La communication, elle va se faire aussi sur la base de professionnels. Ce sont les professionnels qui doivent se saisir de cette campagne. Donc, on a actuellement 13 chefs ambassadeurs, un chef par région. Ces chefs, l'objectif, c'était qu'ils soient représentatifs aussi de la variété du monde de la restauration. Donc, aujourd'hui, on a 4 chefs en restauration collective. On a le reste en restauration commerciale avec des secteurs qui vont du traiteur, du food truck, au gastro avec Emilien en région parisienne. Voilà. L'idée, c'est de démultiplier le nombre d'ambassadeurs qui incarnent un discours, qui incarnent des valeurs, qui participent aussi, qui s'engagent. La mise en place du site Internet va nous permettre aussi de réaliser des capsules avec eux, du partage de savoir-faire. Voilà. L'objectif, c'est effectivement travailler sur leur expérience pour lever les freins, les fameux freins que vous avez évoqués en introduction, et puis démontrer que la bio, c'est aussi construire notre avenir en commun. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Pic. Adrien, je te laisse nous parler un peu de territoire bio engagé. Oui, tout à fait. Donc, c'était pour vous partager une démarche qui a lieu plutôt aujourd'hui dans l'ouest de la France, initiée par Interbio Nouvelle-Aquitaine, qui permet de labelliser des territoires ou des établissements qui vont au-delà d'un pourcentage qui est prévu dans un cahier des charges ou dans les valeurs régionales. Voilà. Et donc, voilà, les astérix correspondent effectivement au seuil imposé et objectifs fixés dans les régions. Donc, comme vous pouvez le voir, ça prête lieu à une communication assez intéressante pour les concitoyens et dans les territoires, voilà, au même titre que vous avez des villages fleuris, des villages internet, des villages touristiques, vous pouvez avoir des territoires bio engagés et donc avec des signatures de remise qui permettent d'avoir un peu de visibilité dans la presse, avec différents niveaux d'étoiles, comme vous voyez là en bas à droite, territoire bio engagé 2 fourchettes. Et voilà, donc ce lancement a eu lieu progressivement donc, dans le sud-ouest, puis s'était répandu en Bretagne, dans le nord et dans le centre de la France. Et donc, on va essayer en phase de préfiguration sur l'année 2023-4, avec nos collègues ici présents, de voir comment on arrive à mettre des petits points sur cette carte sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui peut être également, du coup, pour vous, des moyens de développement pour aller voir vos communes dans le cadre de ces fameux PAT. Et puis surtout, des retours qu'on peut avoir des partenaires déjà engagés. C'est qu'aujourd'hui, où le bio est compliqué, où on a Egalim qui est encore à atteindre, et bien pour ceux qui auraient tendance à baisser les bras, ceux qui auraient tendance à baisser dans leurs engagements, eh bien ça permet d'avoir des planchers et de conserver des engagements forts dans le bio.
Voilà, donc pour Yvan, là, pour redire, donc pourquoi dans l'Ouest? Puisque donc, en fait, cette initiative a été lancée par l'Interbio Nouvelle-Aquitaine, donc toute la grande région Nouvelle-Aquitaine, qu'il a ouvert depuis 2018 à l'Occitanie, puis au centre Val-de-Loire, à la Bretagne et au nord. Et donc, objectif Auvergne-Rhône-Alpes courant 2024. Voilà, donc on vous tiendra informé de toutes ces informations et essayer de structurer. Merci, Ben, Gabriella. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous demander une nouvelle fois d'afficher en direct vos résultats, mais nous, comme vous l'avez vu, nous avons présenté pas mal d'outils, il y a pas mal d'actions, d'acteurs différentes, et nous nous sommes dit, peut-être que toutes ces actions ne parlent pas au même degré à nos participants, aux acteurs du territoire. Du coup, vous avez sur le WooClap, si vous retournez sur le WooClap, vous avez une nouvelle question. Vous avez le temps. On va vous laisser y répondre au fur et à mesure de la deuxième partie de cette présentation. Et l'idée, c'est que vous pouvez répondre à plusieurs. Vous pouvez sélectionner les actions qui, pour vous, vous paraissent les plus importantes à développer. Pourquoi? Parce que pour nous, ça va nous permettre d'identifier un peu plus là où on a besoin de mettre encore plus d'efforts, de le développer un peu plus parce que ça va vous parler et voilà, de cibler nos efforts. Mais du coup, passons à la suite plutôt. eh ben oui, on va passer au plat principal. Je vous ai remis juste le lien du WooClap pour ceux qui l'ont perdu dans le commentaire, si jamais vous voulez pouvoir prendre le temps d'y répondre. Donc effectivement, maintenant on va avoir donc plusieurs témoignages d'acteurs et on va commencer tout de suite par la ferme Baptiste. Hop, si Madame Isabelle est connectée, je vous laisse la parole. Bonjour. C'est bon, on vous entend bien. Oui, vous m'entendez? Parfait. Oui. Hop là. Bon, du coup, je me présente, Jennifer Isabelle. Donc, je fais partie de la ferme Baptiste. Je suis associée commerciale. Et du coup, c'est moi qui suis en charge du développement de la commercialisation, que ce soit en restauration collective, également en magasin. Donc, pour faire une brève présentation de la ferme, donc nous, on est une ferme familiale. Donc, on est basé à Vitrac. Donc, on est à 9 km des Ancises, 40 km de Clermont-Ferrand, un peu pour situer, c'est le petit point vert sur la carte. Et donc, on travaille sur l'exploitation agricole depuis déjà 3 générations. Et la transformation, cela va faire 6 ans qu'on a commencé à transformer nos premiers produits laitiers. Donc, notre ferme, c'est 80 vaches laitières. On a 180 hectares environ, donc on est également autonome sur l'alimentation les diapos, Coralie. De nos animaux. Donc, on fait, on est autonome sur l'alimentation de nos animaux. On fait de l'herbe enrubannée, du métail fourrage, du métail grain. Et bien sûr, la traite, c'est 2 fois par jour, 365 jours par an et sans robot de traite. Donc, pour la partie, restauration collective, on a commencé, donc, il y a 5 ans, à travailler avec la restauration collective avec Auvergne Biodistribution. Donc, qui est une plateforme de produits bio qui va redistribuer dans les cantines. Donc, on travaille depuis 5 ans sur toute notre gamme avec eux. Donc, on livre, par contre, nous, la spécificité aussi que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on fait partie du réseau Invitation à la ferme. Donc, c'est un réseau de fermiers bio qui a vu le jour dans l'ouest de la France. Et en fait, Madame Isabelle, je me permets de vous couper. On entend comme un son derrière vous. Est-ce que vous avez quelque chose qui est allumé? Ça vient parasiter un petit peu votre intervention. Non, j'ai rien d'allumé. Non. Hop. Non. Allez-y. Alors, je vous laisse reprendre. Excusez-moi. Je vous laisse reprendre. On a les petits. D'accord. Donc, du coup, oui, je disais, on fait partie d'invitation à la ferme, du coup, qui est un réseau de fermiers bio. Et ça nous permet de mutualiser tout ce qui est les achats les fournitures
autre que le lait, parce que bien sûr le lait c'est fait directement pris sur la ferme, mais du coup tout ce qui est pot, cartonnette, on mutualise tout et de ce fait, on a une contrainte de périmètre en fait. Chaque ferme va livrer dans un rayon de 80 km autour de sa ferme, donc pour vraiment rester en hyper local. Donc nous, on livre exclusivement dans le Puy-de-Dôme, on ne va pas voir les régions. Ah, vous avez coupé votre micro là par contre, on vous entend plus. Voilà, faudrait. Il a été désactivé, pardon. Oui, je disais que du coup, on livre dans un rayon de 80 km autour de la ferme, donc exclusivement dans le Puy-de-Dôme. Et en plus d'Auvergne Bio, du coup, depuis 2 ans, on fait également du direct. Donc, par plusieurs façons, soit via AgriLocal, donc AgriLocal 63, qui est la plateforme qui permet de répondre à des consultations, soit de gré à gré ou vraiment des consultations de marché sur des périodes. Et ensuite, on a également des commandes, on va dire, vraiment en direct, par téléphone avec les établissements, qui passent par aucun marché, par aucune plateforme. Merci. Merci beaucoup. Alors, on aura tout un temps de questions. On enchaîne toutes les présentations. Il y aura un temps d'échange, bien sûr, qui serait prévu à la fin de ce webinaire, ne vous inquiétez pas. On va passer maintenant à la présentation de BioApro. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ah non, on vous entend très mal, on vous entend de loin. Est-ce que ça va mieux? Ah oui, ça va beaucoup mieux. Allez-y. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Donc moi, je suis Maurice Defresne, responsable du développement de BioApro. BioApro, on est une coopérative de producteurs membres du réseau Manger Bio, créée en 2009. On insiste sur le fait coopératif parce qu'on a le statut SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui a été créée justement par les producteurs pour répondre aux besoins de la restauration collective. Aujourd'hui, on est en 100% bio et 80% locaux et en circuit court. On travaille avec des producteurs du Rhône et de la Loire, mais également avec des producteurs de la région. Et on a une partie de nos volumes qui sont on appelle ça complément de gamme, où on travaille avec des grossistes de la bio pour répondre à une offre globale et complète à nos clients. Cette offre justement, elle est composée de fruits et légumes, tout ce qui est produits laitiers, de la viande et des épiceries. On travaille aujourd'hui avec la restauration collective essentiellement, mais aussi avec un peu de restauration commerciale, à la fois avec du privé, et donc avec les sociétés de restauration, mais aussi avec les publics, en lien avec les collectivités, et on répond à des appels d'offres. Vous pouvez y aller sur la deuxième slide. Justement, nous, on a, par rapport à tout ce que les problématiques et les freins que rencontrent les sites, nous, on arrive quand même à y répondre. Notre plateforme permet justement la mutualisation et la rationalisation de la logistique. Au lieu d'avoir, on travaille nous aujourd'hui avec 150 producteurs fournisseurs, dont une soixantaine maintenant de fournisseurs qui sont associés à la coopérative. Et donc, n'importe quel client peut en une commande et donc en une livraison avoir accès à toute une panoplie de produits 100% bio et majoritairement locaux. Aujourd'hui, BioApro, on est basé à Brignais. On livre uniquement dans le Rhône et la Loire. On a un entrepôt physique de 400 mètres carrés, une équipe d'une quinzaine de salariés. Et on a aujourd'hui, en 2022, on est à 1270 tonnes de produits vendus. On est en progression. Là, cette année, en 2023, on va finir à plus 20 en volume. Et en fait, BioApro, on ne fait pas que de la logistique et de la commercialisation. On travaille justement en lien avec les GAB et la Chambre d'agriculture du Rhône sur du développement de filières, où on accompagne des producteurs à s'installer par rapport à la demande, sur de la planification avec nos maraîchers notamment, et aussi sur la sensibilisation. On a une partie de notre activité qui va être des animations en cantine sur le temps de midi pour aller éduquer les enfants à l'agriculture biologique et au goût aussi notamment. Pour répondre à la question, combien on a de références. On a une
400 références actives, mais on a vraiment accès à un catalogue ultra complet. Moi, j'aime dire, on vend tout ce qui est bio, sauf du poisson. C'est assez délicat en circuit frais. Mais voilà, et on livre, on externalise la partie transport. On a plusieurs prestataires, donc là on fait du transport en frais, notamment avec un transporteur local, mais aussi en cyclo-logistique. On livre en vélo sur Lyon, des crèches de la ville de Lyon, notamment. Voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai tout à l'heure. Merci. Eh ben, je vais laisser la parole maintenant, merci beaucoup pour votre intervention, à Thierry Vincens, directeur de la coopérative Sticaba. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Présentation, si vous appuyez sur le slide. Voilà. Nous sommes une coopérative agricole, ça veut dire que en termes de coop agricole, on a 250 éleveurs actifs, bovins et ovins, qui font de la production dans notre coop. 50% de notre production est d'origine agriculture biologique et 50% label rouge. On est, pour la petite histoire, le premier label rouge bovin de France, 1974, et on a été le premier intervenant en viande biologique en 1991. Donc on est très spécialisé en bio et label rouge. On est 220 collaborateurs sur 2 sites de production. Et on commercialise 70 tonnes de viande par semaine sur les 4 espèces que sont le bœuf, le veau, l'agneau et le porc. Et encore une fois, moitié bio, moitié label rouge. Nos débouchés, c'est la majorité sur du commerce de boucherie, charcuterie traditionnelle et de magasins spécialisés bio. Et comme nous, on aime bien avoir des problèmes, on a en plus un problème sur de l'équilibre matière. Donc l'équilibre matière, chaque fois qu'on vend un morceau, on a les autres copains derrière à vendre. Et donc on fait des équilibres par rapport au commerce traditionnel, sur de la restauration collective, sur de la restauration commerciale pour une grande partie, et de plus en plus avec des grossistes et de l'industrie pour tout ce qui va être fabrication que nous, on ne fait pas. Voilà. L'activité bio en restauration collective, nous, on a un vrai problème, un vrai frein, c'est le prix. On en parlait tout à l'heure, avec des budgets en restauration collective qui sont contraints, voire même en berne avec l'inflation, où la valeur d'équilibre, eh bien, c'est souvent le produit, et le bio fait figure de produit cher, donc ça bloque un petit peu. Ce prix, il est méga important, puisque pour 34%, c'est lui qui va déclencher l'acte d'achat. Et les autres items, quand on est sur 10 items, donc les 9 autres items, il n'y en a aucun qui va dépasser 10% en acte d'achat. Par contre, si on les cumule, ça fait 66%. Et ces 66% cumulés, c'est tout ce que nous, avec notre agriculture biologique et nos produits, on sait faire. Le seul problème, c'est que quand on répond sur un item, bien-être animal, sur un autre item, environnement, sur un item, biodiversité, mais on n'arrive pas à porter globalement ces 66% d'items qui devraient faire emporter l'agriculture biologique par rapport à un produit un peu plus conventionnel. Donc, on a en agriculture biologique et en restauration collective quelqu'un qui est un donneur d'ordre. Ce donneur d'ordre, pour nous, il est très important à convaincre. Il ne devrait pas l'être, puisque c'est une loi. Par la loi, il devrait faire 20% de ses achats en bio. Il fait 7%. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème où les personnes qui font la loi ne la respectent pas. Alors ça paraît quand même un peu dingue d'aller devoir convaincre quelqu'un qu'il faut qu'il fasse ce qu'il a voté. Donc, on doit aller le voir. On doit lui rappeler que l'environnement, c'est important, et que l'agriculture biologique, c'est vertueux. Ça produit des produits également vertueux, et que ça répond parfaitement à toutes les attentes environnementales que le citoyen souhaite. Alors, je le disais quand on a préparé ce slide, on va aller s'occuper et mettre des budgets pour s'occuper des golfs qui sont surconsommateurs en eau,
Et par contre, on va ne faire que 7% de nos achats, enfin des achats en produits bio pour nos enfants, pour nos malades, pour nos personnes âgées. J'avoue que des fois, ça peut être un peu révoltant. Et comme c'est une loi, il faudra un jour expliquer au pouvoir public qu'ils ne la respectent pas, qu'ils pourront en être comptables et responsables. Voilà, aujourd'hui, au niveau de la coopération agricole, on est un formidable moteur de développement, puisque on entraîne derrière nous beaucoup d'éleveurs. Ça veut dire que quand on va mettre en place une loi du type Egalim, et j'ai eu la chance de participer aux États généraux de l'alimentation. Et lors des États généraux de l'alimentation, clairement, les instances publiques se sont appuyées sur les interprofessions et les interprofessions sur les entreprises coopératives pour développer, mettre en place des productions spécifiques et arriver à avoir une quantité de produits qui puisse répondre à la demande des 20%. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous, on est monté en production. On a réussi à un moment donné à avoir les produits pour correspondre à ces fameuses 20% qui étaient demande. Et tout à l'heure, j'ai entendu le marché n'est pas là. Si, le marché est là, puisque c'est une obligation théoriquement d'acheter. Sauf que, encore une fois, à 7%, on est en train de déclasser de la marchandise et on est en train de faire l'inverse de ce qui est bien. Ça veut dire qu'on dit à des éleveurs d'arrêter de la production biologique et de se tourner vers du label ou même vers du conventionnel. Et le gros problème qu'on va avoir à un moment donné, c'est que des éleveurs qu'on va avoir, alors je pense par exemple aux éleveurs de porcs, où presque la moitié de ceux qu'on avait mis en place, on est en train de les déconventionner, ils n'y retourneront pas. Notre principal problème également, un de nos freins, c'est la logistique, puisque vouloir livrer tout le monde, c'est pas possible. Du coup, on mutualise, et on mutualise de plus en plus en travaillant directement avec les grossistes. Alors, je pense, on a noté le réseau Manger Bio, et en plus, il est là, tant mieux. On travaille beaucoup avec le réseau Manger Bio, et on va chasser ensemble pour être capable de proposer à la restauration collective de la viande nous concernant, mais des produits de charcuterie et tout autre produit, et on va les accompagner, on va faire les appels d'offres ensemble, on va nous vendre notre marque, et le réseau Manger Bio, quand il s'agit d'eux, vont vendre leur logistique, leur savoir-faire commercial, leur accompagnement et l'ensemble des gammes. La On a sale. autre chose. Voilà. Ouais. Nos projets, parce qu'il faut pousser pour atteindre les 20% qui sont obligatoires dans la loi Egalim à date, et qu'est-ce qui va en être dans la loi climat bientôt. Donc on sait parfaitement qu'il faut quand même qu'on s'attaque à notre demande, qu'on s'attaque à notre demande en termes de qualité produit. Proposer aujourd'hui un produit issu de l'agriculture biologique, ça ne suffit pas. Il faut que la promesse puisse donner lieu à un produit qui corresponde exactement à l'attente des consommateurs, en termes de qualité, en termes de quantité, en termes de goût. Mais également, tout à l'heure, je parlais de l'ensemble des motivations. On a une agriculture vertueuse sur laquelle on doit être capable de communiquer. On travaille également de plus en plus sur l'élaboration des produits. L'élaboration des produits, ça veut dire qu'on doit avancer par rapport aux demandes de nos clients. Alors, nous concernant, ça a été de cuber les produits. Puis, une fois qu'on les a cubés, d'en faire des saucisses. Puis, une fois qu'on a fait des saucisses, en faire des paupiettes. Et demain, être certainement capable de cuire ces produits-là pour pouvoir proposer une gamme complète adaptée à la situation. Nous, on a de l'équilibre matière à jouer. Ça veut dire que l'équilibre matière, c'est quelque chose de compliqué pour nous. Ça veut dire qu'on a travaillé énormément sur la partie congelée. Donc, on fait ce qu'on appelle de l'IQF et on arrive à travailler en saison tout le temps nos produits, soit en frais, soit si on n'a pas les ventes quand les cantines scolaires sont fermées, on les congèle et on a réussi à convaincre nos clients que cet équilibre matière permettait également d'améliorer le facteur prix. Et on doit travailler sur notre facteur prix en raisonnant sur la logistique, on en parlait tout à l'heure, en raisonnant sur les produits, sur les conditionnements, et puis en n'hésitant pas à dire que travailler avec un intermédiaire au milieu, ça peut être vertueux. Et dans les cahiers des charges, souvent, il y a un nombre d'intermédiaires, on essaye d'avoir
le minimum d'intermédiaires, alors que travailler avec un grossiste, rajouter un intermédiaire, ça peut être très très vertueux et réduire le prix. On essaye de travailler également sur la communication, ce que je vous disais, en upgradant notre produit. Nous concernant, nous, par exemple, on est bioéquitable en France. Ça veut dire, par exemple, qu'on s'est obligé à travailler sur la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 250 personnes. On n'y est pas, néanmoins, on y a été pour pouvoir travailler sur la RSE. Mais c'est également travailler sur le bien-être animal. Tous nos éleveurs, de manière volontaire, sont sur un cahier des charges Bovivell, donc on est capable d'en parler. Voilà, nous aujourd'hui, c'est dire qu'on doit aller voir les donneurs d'ordre, expliquer aux donneurs d'ordre qu'ils doivent respecter la loi Egalim de façon à faire progresser une agriculture qui est clairement vertueuse. Et le prix, il faut travailler le prix, bien évidemment, et j'avoue que je ne comprends pas le fléchage de certains budgets qui vont se mettre sur de la communication alors qu'elles se mettraient pour quelques centimes sur les menus. Ça permettrait certainement de créer une demande et la demande permettrait de mettre en place, chez nous, des produits. Merci beaucoup, Monsieur Saint-Saëns, pour ces Avec éléments. plaisir. De toute façon, on vous garde jusqu'au bout aussi pour les échanges après et les questions. Je vais laisser la parole maintenant à Léa Nature Restauration, Solène Grand. J'ai vu que vous étiez connectée, si vous voulez prendre la parole. Bonjour et merci pour l'invitation aussi. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est bon, on Voilà vous donc entend bien. super. Donc si vous voulez juste revenir à la slide d'avant, non pas pour ma présentation à moi, mais pour Léa Nature, avec les différents petits logos que vous voyez, pour voilà, vous présenter qui est Léa Nature très rapidement. Vous savez, on est un regroupement de fabricants d'épiceries bio. Donc là, vous voyez Equibio qui est basé en Auvergne-Rhône-Alpes, en Nord-Ardèche, à Peaugres, et qui est spécialiste de tout ce qui est féculent, donc pâtes, riz, céréales, légumes secs, graines. BioVivert qui est basé en Lot-et-Garonne et qui est une conserverie bio. C'est la première conserverie bio française, pour la petite histoire. Vitamon qui est spécialiste des jus, aussi basé en Lot-et-Garonne. Et enfin, Jardin Bioéthique, qui est basé à La Rochelle, à Périgny exactement, et qui va faire tout le reste d'épicerie, sucré-salé. Ça peut être thé, infusion, des céréales petit déjeuner, des épices, etc. Voilà, chez La Nature Restauration, on a aussi une partie frais, traiteur, donc notamment où on se développe beaucoup en collectivité. J'en parle pas trop dans toutes ces slides-là parce que voilà, chez nous, c'est plus Anne-Sophie qui est aussi présente à La Réunion et qui gère cette partie-là, mais aussi on a une partie frais traiteur. Voilà. Donc, en fait, quand je dis qu'on a un regroupement de fabricants, vous savez, on n'est pas voilà, le gros groupe qui fait, effectivement, on fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, quand on dit comme ça, c'est énorme. Mais en fait, c'est un village d'entreprises. Donc, c'est plusieurs petites entreprises qui vont former ces 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Très, très présent en magasin bio, en pharmacie, en grande distribution aussi. Et depuis peu, finalement, depuis 2022, on se développe vraiment plus massivement en restauration. Voilà. Donc, on a 21 sites de transformation en France. Beaucoup. Alors, sur La Rochelle, en fait, c'est vrai que j'ai oublié de parler des domaines d'expertise, pardon. On a 4 domaines d'expertise chez Léa Nature, dont l'alimentation qui nous intéresse aujourd'hui et dont on parle, mais qui pèse 70% de Léa Nature. Donc, l'alimentation, c'est bien la plus grosse partie. Sur La Rochelle, mis à part les thés et infusions, sinon, c'est toute la partie cosmétique, soins de la maison, tout ça. Mais sinon, on est très, très basé sud-ouest, au milieu des vergers, en fait, au milieu des producteurs de fruits et de légumes, pour pouvoir ensuite transformer en conserve et en jus les fruits et les légumes. Et on a une grosse activité en Auvergne-Rhône-Alpes pour toute la partie céréales. Voilà, on a notamment la filière Sud Blé Dur Bio pour la partie blé. On travaille avec aussi le petit épeautre, dont en partie en Drôme, le pois chiche, etc., etc.
Donc on est bien sûr présent sur tous les circuits de distribution, je le disais tout à l'heure, et en restauration depuis finalement 2022. Je pense que vous pouvez passer à la slide d'après. Bon, c'est pas grave. Et pour vous dire aussi que comment est-ce qu'on s'y est pris pour rentrer en restauration, en fait, on a un fort attachement au local. Alors effectivement, notre raison d'être, c'est le bio, mais on a un fort attachement au local, de par nos implantations de nos usines de transformation, mais aussi par les cultures, comme vous le voyez, on essaye d'avoir des approvisionnements qui sont au plus proche de nos sites de transformation. Et pour cette raison-là, sur la partie développement commercial en restauration, on a décidé vraiment de parler très local. Et du coup, Guillaume, qui gérait le national tout seul, a décidé d'étoffer l'équipe commerciale. Et donc en développement, on a Mylène sur le sud-ouest et moi sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà, on s'est dit plutôt qu'avant d'être fort en Bretagne et à Lille, on va d'abord essayer d'être fort sur nos territoires et d'implanter, de faire valoir nos produits sur nos territoires. Voilà. On travaille donc par le biais de filières, je le disais tout à l'heure. Donc on a 12 filières. Ça va des filières de céréales, aussi sur des filières de pommes, sur des filières de courgettes, etc. Donc les producteurs ne font pas partie de Léa Nature, hein. C'était tous des producteurs indépendants, c'est ce qu'ils souhaitaient. Mais en tout cas, on travaille en filière pour pouvoir tous travailler ensemble et aller dans le même sens. On travaille aussi bien, pour répondre à la question de Julien, on travaille aussi bien en restauration collective qu'en restauration commerciale, même si effectivement on a quand même des produits qui sont très axés restauration collective, notamment BioVivert sur la partie conserve 5.1 et 3.1. Et Equibio qui va faire tout ce qui est pâtes, riz, légumes secs, céréales, avec notamment des pâtes 100% France de la filière Sud Blé Dur Bio, donc quart sud-est de France. Voilà, qu'on propose en restauration collective, mais aussi commerciale pour ceux qui le souhaitent. On a aussi chez Equibio une toute petite biscuiterie qui s'appelle Alpes Biscuits, qui est basée près de Vienne, en Isère, et qui propose des biscuits individuels par carton de 60 ou 80. Donc là, voilà, ça a été une sacrée organisation aussi de notre part. Voilà, pour vous dire comment est-ce qu'on s'y est pris pour rentrer en restauration. Effectivement, on a organisé d'abord les gammes. Donc, on a fait, par exemple, des cartons de 60 à 80 pour des biscuits individuels. Pour la partie priméale, on avait déjà développé le vrac pour les magasins bio, mais on s'en est servi pour proposer en sac de 5 kilos à la restauration des pâtes, du riz et des céréales. On les a aussi adaptés à la restauration. On a par exemple créé des pâtes 100% France bio parce que c'était vraiment une demande de la part des collectivités. On a aussi créé des designs spécifiques pour la restauration. Alors là, c'est un peu plus dédié à la restauration commerciale. Par exemple, chez Vitamonde, spécialise des jus, on a créé des designs qui soient vraiment spécifiques CHR, en fait. Voilà, pour pouvoir proposer du bio dans les bars et restaurants. Voilà, c'est des exemples de comment est-ce qu'on s'est organisé pour créer vraiment une gamme spécifique à la restauration. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre à peu près? On a aussi revu nos fiches techniques qui étaient quand même très axées sur les magasins bio. Donc c'est vrai qu'il a fallu aussi les revoir pour préconiser par exemple des temps de cuisson pour les collectivités, ce genre de choses. Donc là, on est encore en travail dessus parce que je m'aide énormément des chefs de cuisine que je rencontre tout au long voilà, de mes visites. Mais en tout cas, voilà, la partie fiche technique est hyper importante. Voilà pour cette partie-là. Juste, est-ce que tu peux juste revenir à la slide d'avant? Ouais, merci beaucoup. On prospecte donc
pardon, pour que nos produits soient disponibles à la restauration, on passe par des distributeurs, alors tels que BioApro et tout le réseau Manger Bio, parce que vous voyez, on a énormément de références, on fait toute l'épicerie sucrée-salée, mais en fait, comme on est un village d'entreprises, on ne peut pas, d'une seule plateforme, servir toute la restauration. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler en lien avec les grossistes tels que le réseau Manger Bio, voilà, pour les, pour les citer et pour les nommer grossistes. Mais voilà, on se sert d'eux comme plateforme de distribution. On prospecte donc chez des utilisateurs, qu'elles soient collectivités. Donc là, moi et ma collègue Mylène, on rencontre les coordinateurs de marché et l'idée, c'est de mettre en avant des points de différenciation par rapport aux autres acteurs du marché. Je vais en parler tout à l'heure des autres acteurs du marché. On est très concurrencé par des industriels qui font du conventionnel et qui ont aussi une gamme bio. Donc voilà, il y a quand même une forte concurrence et l'idée, c'est de trouver des points de différenciation pour que eux puissent nous mettre en avant s'ils ont un intérêt à travailler avec des locaux comme nous. Et puis on travaille avec la restauration commerciale, donc là on essaie de beaucoup mettre en avant aussi leurs responsabilités en matière d'environnement et de leur dire que s'ils veulent avoir un cahier des charges RSE au top, il faut pouvoir proposer du bio. Voilà, on peut passer à la slide d'après. Merci. Donc voilà, pour vous expliquer pour vous détailler la nature, si ça peut des fois, voilà, donner des idées à des producteurs ou autres. Effectivement, en 2022, alors qu'on était très, très peu présent en restauration, tout Léa Nature Restauration pèse 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça paraît énorme, mais encore une fois, c'est vraiment toutes les entreprises de Léa Nature qui font 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et voilà, on devrait progresser de plus 16%. On est à peu près dans les clous là. Donc là, on devrait atterrir à fin 2023 à plus 16%. Et on a un objectif très ambitieux dès l'année prochaine d'atterrir à plus 30% encore, donc d'atteindre presque les 7 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à la largeur de gamme, au renforcement de l'équipe et qui va permettre du coup de promouvoir les marques telles que Priméal, BioVivert, etc. en restauration. Donc les difficultés, même si Thierry en a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est le pouvoir d'achat des collectivités qui est en forte baisse et du coup les donneurs d'ordre ont beaucoup de pression face à ça et du coup ont tendance à revenir au premier prix. Donc voilà, des fois, sans forcément regarder les prix du bio, ils vont se dire ça c'est bio, donc ça va être plus cher, donc je prends pas. Donc c'est vrai qu'on a cette difficulté-là. On a aussi beaucoup de labels qui incitent les clients à oublier le bio parce que finalement, pour faire les 50% des Galim, ça va être plus facile d'aller faire du HVE par exemple. Et il y a aussi donc une forte concurrence des industriels conventionnels. Alors je ne sais pas si vous avez pour les producteurs, si vous avez cette même difficulté que nous. Mais en tout cas, voilà, on a affaire à beaucoup d'industriels qui font du conventionnel et qui ont une part de bio et en fait, qui renvoient une image assez négative d'instabilité des produits bio parce que eux, comme ils font peut-être que 10% de bio, le jour où ils ont du mal à trouver une matière première bio, où il y a des volumes qui sont moins intéressants, ils enlèvent le produit et du coup, c'est aux cuisines collectives de se débrouiller et d'aller trouver un autre produit. Donc c'est vrai que quand on leur propose des produits bio, ils sont des fois réticents en se disant est-ce que le produit va vraiment rester, etc. Donc je pense que nous, acteurs de la bio, on a vraiment tout intérêt à leur dire que notre raison d'être, c'est le bio et que on sera là quoi qu'il arrive et que les produits seront vraiment toujours dispo pour eux. Pouvez-vous préciser l'instabilité des prix produits bio? Non, quand je parlais de l'instabilité, c'était pas forcément des prix, c'était plus de la disponibilité des produits, c'est ça. C'est le fait que voilà, souvent on voit des produits apparaître, même dans les marchés publics, et en fait, le produit s'arrête en plein marché parce que l'industriel se dit oh, allez, il n'y a plus d'opportunité à faire ça, donc je repasse en conventionnel.
Voilà, nos axes de travail chez Léa Nature, donc c'est de se faire connaître sur notre territoire, donc aussi bien le sud-ouest que la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, on recrute un compte clé national pour pousser en fait le national et qui va permettre aussi de pousser les régions derrière et de faire connaître les marques. On travaille beaucoup auprès des marchés publics, donc avec les coordinateurs et en lien avec ensuite les responsables des marchés publics chez les grossistes. Et ensuite, l'idée, c'est de développer des gammes complémentaires chez des utilisateurs qui sont déjà conquis. Voilà, on travaille par exemple déjà la pâte 100% France avec certains. L'idée, c'est d'aller vendre d'autres produits de filière de chez nous. Voilà, pour cette partie-là. Je crois que j'en ai fini. Merci beaucoup. Hop, j'ai ma caméra qui peut. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Grange. Et je vais laisser maintenant la parole du coup à la région. Hop. Est-ce que Nous avons normalement Monsieur Mathieu Grossin qui est là oui, pour mais j'ai cru voir, j'ai vu Mathieu Grossin tout à l'heure qui se connectait. Je suis là. Ah, c'est bon. On Hop, te laisse eh la ben, parole pour allez-y. présenter. Écoute, tu m'as demandé de présenter la plateforme du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes sans avoir de diaporama. Donc, tu peux faire défiler les slides et je vais essayer de les commenter. Je me présente, je suis Mathieu Grossin, je suis chef de projet sur la démarche régionale Ma Région, ses terroirs au sein de la direction de l'agriculture, de la forêt et de l'alimentation. Donc l'objet principal de ma mission, c'est vraiment de développer la démarche qui s'appelle donc Ma Région, ses terroirs et qui vise à valoriser la production agricole au sein des produits alimentaires de la région. Mais on travaille effectivement relativement étroitement désormais avec la direction des lycées et aussi la centrale d'achat régionale, mais qui dépendent de deux autres directions, mais on finit par dialoguer ensemble quand même. Donc, je vais pouvoir essayer de vous présenter la plateforme. Vas-y, Coralie. Je ne sais pas si tu as plus de Non, slides ou pas. je n'ai Non. pas des slides. C'est vraiment Ah, une génial. présentation de l'outil de la plateforme en freestyle total. En freestyle, d'accord. En fait, cette plateforme régionale qu'on appelle la plateforme Régal, c'est une plateforme qui s'adresse en fait aux utilisateurs de la restauration publique régionale et pas forcément qu'au lycée, puisque un certain nombre de communes, un certain nombre de départements adhèrent aussi à la plateforme. Et le but de cette plateforme est de recenser en fait les fournisseurs sur l'ensemble du territoire. On a à peu près une dizaine, un peu plus d'une dizaine de marchés et 119 lots qui composent ces marchés, en tout cas sur l'alimentation. Donc on a un marché boucherie, mais avec autant de lots que de types de viande qu'on peut trouver. Et l'objectif est d'augmenter, en fait, de valoriser l'offre régionale à travers donc l'outil de la centrale, pour faciliter la prise de commande en produits dits régionaux. Bien entendu, on n'a pas que des référencements régionaux, mais on en a quand même beaucoup, notamment sur tout ce qui est produits frais. Produits surgelés et même crèmeries, le référencement est un peu plus large. Sur le référencement bio, on a à peu près 40 des références, des 3 300 références alimentaires de la plateforme qui sont en bio. Là, je vous parle de référencement et d'offres, je ne vous parle pas de commandes. On sait désormais la mesurer dans certains lycées, enfin dans plus de 200 lycées de la région, puisque la direction des lycées a développé un outil de GPAO qui permet d'avoir une donnée juste hallucinante sur les pratiques de commande de nos lycées. Et sur, en gros, du Egalim compatible, on est péniblement à 20%, ça a baissé en 2023. Évidemment, donc on est loin du compte sur la bio. Ça, il faut le reconnaître, mais c'est un constat qui est généralisé. Donc, en gros, les lycées n'échappent pas à cette règle qu'on constate.
l'objectif quand même qu'on essaye de travailler entre la direction des lycées, la centrale d'achat et aussi, ce qu'on développe à travers Ma Région C'est Terroir, c'est d'enrichir encore plus l'offre en produits régionaux et notamment bio. On va le travailler avec nos 4 partenaires de la bio en région. On va essayer de travailler sur des campagnes de communication spécifiques et surtout d'enrichir l'offre en produits et régionaux et bio. Moi, je travaille à la direction de l'agriculture. À l'époque, c'était Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 2010, on avait la campagne bio et local, c'est l'idéal. Et finalement, on y revient. J'en suis assez satisfait. Donc, on va essayer de le matérialiser. On doit observer aussi des pratiques qui se font et des réussites qu'on a, notamment à travers nos partenaires des plateformes, de la plateforme Manger Bio. Donc, j'ai pris contact avec la plateforme Manger Bio Isère et on va aller aussi organiser des rencontres pour mieux travailler cela. En tout cas, sachez que l'équipe de la plateforme Régal est toujours intéressée de travailler son sourcing, d'augmenter les titulaires de marché pour faciliter un référencement plus bio et plus régional. Donc, quand vous transmettrez, je pense, le diaporama, n'hésitez pas à insérer l'adresse mail générique de la centrale d'achat. C'est pas une boîte vide, elle est suivie et mes collègues qui sont acheteuses répondront à toutes les sollicitations. Ça, il ne faudra pas hésiter. Je suis un peu désolé de ne pas pouvoir développer davantage en fait cet outil-là qui pour moi est un outil certes supplémentaire, mais on a une vraie volonté de le dynamiser et d'augmenter ça. Mais j'espère que vous aurez d'autres questions et qu'on pourra y répondre plus tard et progressivement dans le temps. Sachez que notre objectif est de, on va dire, maximiser les achats publics via la centrale d'achat pour en gros les sécuriser vis-à-vis des règles juridiques d'achat public. Une fois qu'on a dit ça, on veut aussi maximiser l'offre régionale. On a encore de l'offre non régionale, mais on veut maximiser l'offre régionale. Quand je dis régionale, c'est à la fois, une production de matières premières agricoles de la région et une transformation en région. Et évidemment, parce qu'on est capable, de valoriser à travers Ma Région C'est Terroir, l'implication de tout le monde, dans l'approvisionnement régional, on va pouvoir aussi monter des animations, directement, dans les lycées notamment, à travers Ma Région C'est Terroir parce qu'on a les outils pour ça et parce qu'ils font écho à ce que le consommateur, en règle générale, voit ailleurs sur d'autres circuits de commercialisation. Justement, vous avez une question, dans le chat, pour vous, monsieur Grossin. Bien noter les 20 d'Egalim. Avez-vous une idée de la part de bio dans les lycées en Auvergne-Rhône-Alpes? Je ne l'ai pas retenu. J'ai eu l'information hier soir en petits points, parce qu'on a aussi comme mission de démontrer ou de montrer que l'impact prix, enfin, de savoir s'il y a réellement un impact prix dans la commande publique dans nos lycées. Et on a un certain nombre de données. Donc, Coralie, je te laisse noter la question pour que je puisse y répondre, parce que je pense que je l'ai, la réponse. C'est noté. Avez-vous des lycées exemplaires dont nous pourrions valoriser l'atteinte des objectifs de plus de 20 ? Alors oui, on en a. Vous les citez, je ne peux pas, mais Coralie, je te laisse renoter la question parce que je sais qu'on a la réponse. On note, il n'y a pas de souci. Je prends pas trop de risques à dire qu'on a la réponse. Hop. Coralie, je te laisse. Ah bah c'est bon, tu as déjà changé la slide aussi. Et si tu veux rebondir aussi sur les WooClap que tu as lancés, est-ce que tout le monde a répondu? Coralie vous a refait une petite sollicitation dans le chat pour que vous n'oubliez pas de répondre à la petite question qu'on vous avait posée au début des échanges. Tu as combien de réponses? Ah, Coralie, je t'ai perdu? Ah non, c'est bon. Ah, ça y est. Non, mais ça marche mieux avec le micro, c'est vrai. Ah oui. Donc, nous avons quelques réponses, effectivement. Donc, on vous a demandé, au fur et à mesure du webinaire, de voter un petit peu pour les leviers qui vous paraissaient les plus prioritaires et les plus pertinents à développer. Parmi ceux qui ont été proposés, et ça continue de voter,
Et on a beaucoup de leviers, hein, on en a beaucoup. Mais ce qui ressort le plus, ça reste que le travail de sourcing et de mise en lien reste le travail aujourd'hui majoritaire qui est à faire au niveau des producteurs, entre producteurs, cantines, transformateurs. Donc ça, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour ça. Nous avons aussi tout ce qui est l'accompagnement des cantines dans la planification des repas qui ressort énormément. Donc pour rappel, ce levier consiste à accompagner les cantines pour mieux anticiper et du coup pouvoir accompagner la mise en production au niveau des producteurs pour pouvoir répondre au mieux à la demande et mettre le mieux en adéquation la production et les besoins. Tout ce qui est visite-rencontre, qui ont été pas mal prônées, évidemment l'interconnaissance, savoir ce qui se fait, les réussites, et se connaître, ça reste un levier intéressant. La contractualisation, pour la production, vous parlez à une convaincue. Assurer les débouchés, ça permet de les développer et l'accompagnement collectif, les projets de territoire et ça, c'est des éléments on cherche encore, les bonnes modalités en fonction des territoires. Il y a plusieurs formats et ça reste une action à développer. L'accompagnement des cantines pour l'organisation des commandes, c'est ressorti pas mal. Le développement de filières et ça reste ceux qui sont l'optimisation de la logistique, pardon. L'optimisation logistique est ressortie aussi énormément. Et après, nous avons aussi quelques réponses sur la mutualisation des commandes, la solution de semi-gros, tout ce qui est annuaire catalogue. Le baromètre de l'approvisionnement bio du cluster a reçu quelques votes aussi d'intérêt et les outils de mise en lien type agri-local. Voilà. Là, nous avons le temps à l'échange. Je propose de vous laisser ça, de vous laisser ça à l'écran. Et si vous avez des questions en plus de ce qui a été dit dans le chat, allez-y, c'est le moment. Et pareil, n'hésitez pas si jamais il y a des questions où on n'a pas les réponses, on les notera et on fera savoir après. Vous avez tous les intervenants, encore autour de la table, si je ne me trompe pas. Donc si vous avez des questions sur les interventions qui ont eu lieu, ils sont présents, ils sont là, donc profitez-en. Monsieur Pic, allez-y, prenez la parole. Une question pour la personne du SICABA, en fait. Je voulais savoir si aujourd'hui, dans le contexte compliqué de la filière viande qui a été évoqué, qui est aussi le lot de tous les acteurs de ces filières-là, je voulais savoir si il y avait comment était travaillée la relation avec les chefs des cantines, si dans des stratégies, comment ils arrivaient en fait à faire entrer aujourd'hui la viande dans la restauration collective, via quelle structure. Tout à l'heure, on évoquait des structures d'accompagnement type territoire bio-engagé ou ces choses-là. Comment c'est travaillé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des synergies? Est-ce que vous salariez des personnes pour le faire? Voilà. Monsieur Saint-Saëns, je vous laisse prendre la parole pour pouvoir répondre Oui. directement. On est en fait sur à peu près tout ce qu'il est possible de faire pour entrer en contact à la fois avec un donneur d'ordre qui va être soit un maire, soit un gestionnaire, soit directement un chef de cantine. On est présent alors directement par rapport à des appels d'offres, mais on est présent aussi, j'ai des commissionnaires directement, je travaille avec des grossistes, je travaille avec des partenaires, exemple le réseau Manger Bio que je mets différent que des grossistes. On travaille aussi beaucoup avec des sociétés de restauration, je pense en particulier à Sodexo, avec qui nous sommes un partenaire historique depuis bien longtemps. Donc on a tous les vecteurs pour proposer notre produit. Après, il ne faut pas se leurrer, l'anti-viande, ça fait plus de bruit que la réalité des choses et on s'aperçoit rapidement. Moi, j'ai mon fils, par exemple, qui est sur la ville de Troyes et chaque fois, il me dit toujours que le McDo est plein le jour où le lycée propose le menu végé.
Donc voilà, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de bruit autour de la viande, beaucoup trop de bruit autour de la viande d'ailleurs, nous concernant, mais non, on arrive à en vendre. On arrive à en vendre. Après, ce qui est compliqué pour nous, c'est les équilibres matières. Ce qui est compliqué pour nous, tout à l'heure, je vous parlais de Sodexo, mais les sociétés de restauration collective, ils ont une tendance à mettre le même menu en même temps, la même semaine. Et nous, ça va nous créer un appel d'air terrible où une semaine, on est capable d'avoir une dizaine de tonnes de bourguignons en commande, et la semaine d'après, quasiment zéro. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué à expliquer parce que au fur et à mesure du temps, généralement, la demande du client qui va s'adapter à nous va complètement changer pour au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, arriver quasiment à une demande d'un produit conventionnel. Expliquer par exemple qu'il y a une saisonnalité dans l'agneau, bah ça coule pas de source, quoi. Et pourtant, il y a une saisonnalité de l'agneau. Expliquer que quand il fait froid l'été, et ça arrive qu'il puisse faire froid l'été, ou qu'il fait trop chaud l'été, et ça arrive souvent maintenant qu'il fasse trop chaud l'été, que les agneaux se blottissent les uns à côté des autres, boivent de l'eau et se nourrissent que très peu, et que ça décale de 15 jours la sortie des agneaux, et que bah non, cette semaine-là, on est en rupture d'agneau alors que les commandes sont passées 3 mois à l'avant. Tout ça, c'est très compliqué, mais voilà, on mène des actions sur tous les fronts. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Partiellement, en fait, c'était aussi par rapport à la question de comment recuisiner la viande, ou vous avez évoqué, par exemple, vous avez évoqué la congélation, par exemple. Donc, ça veut dire que Oui. vous travaillez sur des paupiètes, des saucisses, enfin, vous essayez aussi de... Ouais. J'entends bien la... Ils sont bien plus forts que nous. Alors là, sur la viande congelée, on va devoir vaincre des préjugés. Clairement, où on a l'impression qu'un produit congelé, c'est forcément moins bon qu'un produit frais, c'est forcément avec moins de rendement qu'un produit frais. Voilà, donc on va vaincre des préjugés. Pour vaincre un préjugé, on fait tester le produit, ça fonctionne, et à contrario, il y a beaucoup d'avantages. Mais moi, je ne me mets pas à la place des chefs de cuisine. Ils sont bien dans leur métier, bien plus forts que nous, ils connaissent bien mieux que nous. Voilà. Nous, on va venir en aide sur des équilibres matières, sur des propositions un petit peu différentes, mais sur par exemple des saucisses, leur expliquer qu'on fait des saucisses, et puis qu'une saucisse, ça peut être pas cher, ça peut être toujours présent, enfin voilà, c'est facile. Mais en termes de mise en œuvre du produit, ils sont bien plus forts que nous. C'est leur métier. Merci, M. Saint-Saëns. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question là. Moi, je vois idem sur la viande à l'équilibre. Alors, on parle de la viande à l'équilibre, c'est extraordinaire si un client arrive à faire de l'équilibre matière avec mon produit. À date, je ne l'ai jamais vu. Alors, quand je dis je ne l'ai jamais vu, c'est tout simplement parce que c'est un vœu pieux. Je vais vous prendre un exemple. Quand on abat, enfin, quand on nous passe des commandes et qu'on a des vaches, nous, en face, une vache, quand elle pèse 300 kg ou qu'elle pèse 500 kg, je n'ai pas le même volume de viande. Et tant que je n'ai pas abattu l'animal, faire l'équilibre matière, c'est compliqué. Ça veut dire que vouloir faire l'équilibre matière, c'est notre métier. Participer à l'équilibre matière, ça, c'est beaucoup mieux. Ça veut dire qu'un restaurant, il peut essayer d'être conscient que faire du rôti, faire des MRC, en même temps qu'il va proposer du bourguignon, ça permet de faire des équilibres matières. Donc, participer à l'équilibre matière, c'est mieux, et être en capacité également, et ça, c'est encore plus important, de changer les menus en fonction de l'équilibre matière. Ça, c'est aussi très, très important. Parce qu'encore une fois, quand je vais être dans une période où les animaux, je vais prendre le cas des agneaux parce que c'est le plus flagrant, que nos agneaux, ils profitent pas, ou que nos agneaux, ils profitent trop parce qu'ils sont gras, pour un même poids, enfin pour un même nombre d'animaux, je vais pas avoir le même nombre de matières. Et ça peut être très compliqué à gérer. Donc, plutôt que dire que
une restauration collective doit faire l'équilibre matière, non, ça n'existe pas. Il faut participer à l'équilibre matière. C'est bien plus important de mettre ce mot-là. Moi, j'avais une Adrien, oui, tu as ouais, une question. oui, du coup, j'avais une question. Alors, merci Thierry pour tous ces interventions sur l'intégration effectivement des produits carnés dans la restauration collective. Du coup, je voulais plutôt m'adresser à Léa Nature pour la partie peut-être végétale des Kibio pour voir justement comment aussi cette alternative peut permettre de travailler. Alors là, on va pas parler d'équipe matière, mais peut-être l'équilibre prix et comment cette tendance-là est aussi acceptée par les chefs et voilà comment on arrive à trouver une globalité là-dedans, flexitarienne dans la restauration collective. Ouais, bah c'est vrai que voilà, c'est pour compléter un peu ce que dit Thierry ou voilà, moi ce que j'essaie de conseiller, c'est pas forcément d'arrêter la viande, c'est justement de réduire la viande parce que il serait intéressant de connaître quand même le pourcentage de viande conventionnelle ou voilà avec des élevages qui sont pas au top. Ce serait intéressant d'avoir ce pourcentage-là et du coup voilà, de dire aux collectivités, est-ce qu'il faudrait pas la viande pour pouvoir en faire de la bonne comme c'est voilà, Sicaba, avec des labels bio, etc. Et du coup, ça donnerait plus de budget pour justement faire cette viande labellisée et aussi pour faire des repas végétariens mais qui soient bio de la même façon. Nous, après, on communique énormément aussi sur des recettes. Alors, de plus en plus, c'est pareil, hein, comme on est assez jeune en restauration, on n'avait pas, ou alors on avait des recettes qui étaient vraiment dédiées aux particuliers. Là, on est en train de développer des recettes qui soient vraiment dédiées à la restauration et une plateforme qui s'appelle Equibio Pro sur le net. Donc, il faut créer quand même un compte, mais très rapidement. Et en fait, après, vous avez accès à des fiches recettes végétales pour la restauration commerciale. Donc là, avec des fourchettes de complications, on va dire, de difficultés, et aussi des recettes qui sont un peu plus dédiées à la collectivité. On est en train de les mettre en place ça fait partie de nos budgets communication de 2024, là, de lancer ces recettes-là. Mais en tout cas, la plateforme Equibio Pro est déjà accessible et ça permet de donner des idées de cuisine végétale. Après, c'est plutôt naturellement en leur donnant le catalogue de toutes les légumineuses qui sont possibles en Auvergne-Rhône-Alpes ou en tout cas en France quand, voilà, comme sur du pois chiche, du pois cassé, des fois c'est plus compliqué de les trouver en Auvergne-Rhône-Alpes. Des fois, simplement en donnant un catalogue, on a quand même affaire à des chefs de cuisine. Du coup, eux ont tout de suite après des idées. Mais c'est vrai que des fois, c'est l'accessibilité à ces légumineuses-là qui est parfois difficile. Et du coup, de leur donner le catalogue en leur disant, bah voilà, vous pourrez les retrouver, ça leur donne des idées. Et puis, dernière chose, on a aussi des mélanges de céréales mixées à des légumineuses. Et là, pour ceux qui ont un peu moins d'idées, ça leur permet d'avoir tout de suite une solution végétale, quoi. Ok. Bon, du coup, peut-être une future collab pour un lentille saucisse entre Sicaba et Priméal. Ouais, Parfait. complètement. Exactement. Il y a encore une ou deux questions, on va les prendre avant de vous faire participer encore une dernière fois. Je vois pas d'autres questions dans le chat. Coralie, je te laisse lancer Très bien. le dernier sondage. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai envie de dire rebelote sur le WooClap. En fait, on s'est dit qu'on allait vous laisser le mot de la fin. Hop, je me remets le lien vers le WooClap en cas de besoin. C'est à vous le mot de la fin, vous participants, vous acteurs justement de la restauration collective. Citez 2 actions que vous souhaitez mettre en place. Quelques mots, en 2 mots, les actions que vous souhaitez mettre en place. Enregistrez-les et ce sera notre petit mot de conclusion
pour visualiser un peu ce qui ressort de ce webinaire. Il n'y a pas de mots qui s'affichent. Ah. C'est parfait, ça. Voilà. Bon, bah, on va s'arrêter là. Merci. Il y a plein de C'est plein d'idées plein. qui arrivent. Oui. Je vois action déjà qui ressort beaucoup. Oui. Et Action, région. bio, région. Écoute, Mathieu, je te le laisse en futur slogan pour la région. Bio, action, région. Moi, ça me paraît très bien. Ouais, en sigle, ça fait barre. Le problème. Dans une cantine de lycée, c'est quand même pas terrible, terrible. Bon, d'accord, on va retravailler ça alors. Merci à tous, ça continue à bouger. Pour l'instant, ce qu'on voit, on voit quand même des actions biodiversité, mais on revoit pas mal de choses, j'ai l'impression, autour d'acteurs de communication, de compréhension. Parce que je vois ambassadeur, je vois partenariat, je vois compréhension, communication, sensibiliser, je vois interconnaissance, ça revient beaucoup. Mais je vois aussi grossiste, commande, je vois aussi responsable, cuisinons plus bio. Bio et local, c'est l'idéal. Je sais pas si vous aviez vu quand même, parce qu'on avait réfléchi sur la première slide, on avait mis plus on en parlera, plus on en aura, avec un petit jeu de mots par rapport à Aura Auvergne-Rhône-Alpes. On y avait réfléchi un petit peu. Mais faire respecter la loi Egalim, ça reste le centre mot, j'ai envie de dire. Très bien. Et ben, je vous propose de s'arrêter là. Et là, vous nous avez fait le petit mot de la fin. Merci à tous en tout cas pour votre participation et merci à tous les intervenants de vous être mobilisés. Et puis voilà, après on vous diffusera justement l'enregistrement et le support de présentation. Et nous avons retenu quelques questions au besoin pour aller plus loin. Et nous sommes dans le timing en plus. C'est incroyable, incroyable. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.